Très bien, commençons. D'abord, cette conversation, cet appel téléphonique entre Trump et Netanyahou. Apparemment, Trump serait très en colère contre lui parce qu'Israël continue de bombarder le Liban, ce qui, je suppose, rend les négociations entre l'Iran et les États-Unis beaucoup plus compliquées. C'est un peu le contexte de leur échange, de leur discussion. En même temps, certaines personnes affirment que toute cette histoire, cette conversation, serait en fait une opération psychologique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de tout ça? Vous savez, c'est très difficile parce que l'année dernière, avant l'attaque contre l'Iran qui a eu lieu en juin, on recevait exactement les mêmes rapports sur une énorme dispute entre Trump et Netanyahou. Et apparemment, Trump était très en colère contre Netanyahou à cause de son attitude belliqueuse envers l'Iran et tout ça. Mais en réalité, tout ça s'est révélé être une opération psychologique complète. Un faux total. Trump a même reconnu que c'était le cas et que tout avait été fait pour nous endormir, pour nous faire croire qu'il y avait cette tension afin que les Iraniens ne s'attendent pas à une nouvelle attaque des Américains et des Israéliens quand elle a eu lieu. Donc, il faut prendre cette possibilité en compte. Je veux dire, quand on t'a déjà menti à ce sujet, il y a de fortes chances qu'on t'ait encore menti cette fois. Tout ce que je dirais, c'est ceci. Netanyahou a dit à Trump en février qu'attaquer l'Iran serait facile, que ce serait une promenade de santé, que l'Iran s'effondrerait en quelques jours, qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter du détroit d'Ormuz, ni de quoi que ce soit d'autre, qu'ils auraient le fils du Shah d'Iran, accueilli avec enthousiasme à Téhéran et tout le reste. Et Trump est tombé dans le piège. On pourrait penser que Trump, après avoir vu que toutes les prédictions de Netanyahou se sont révélées fausses et qu'il se retrouve dans une position très difficile, verrait aujourd'hui Netanyahou d'un autre œil qu'en février. C'est d'ailleurs ce qui me fait me demander s'il n'y a pas un fond de vérité dans cette histoire. Comme je l'ai dit, il semble qu'il y ait cette fois quelques raisons de croire qu'il pourrait vraiment y avoir une dispute sérieuse. Mais je resterai extrêmement sceptique. C'est possible que ce soit vrai, bien sûr. Mais ni l'une ni l'autre des parties concernées, ni Israël, ni les États-Unis, n'a vraiment la réputation d'être honnête dans ce genre d'affaires. Eh bien, je me disais, si c'était vrai qu'ils avaient eu cet appel téléphonique très tendu, pourquoi est-ce qu'ils laisseraient le public le savoir? Je veux dire, ils pourraient très bien le cacher sans que personne ne soit au courant. Mais on dirait que ça ne les dérange pas que tout le monde en parle, non? C'est une très bonne remarque, en fait. Et oui, ça soulève pas mal de questions. J'ai vu passer l'idée que ce seraient les Israéliens eux-mêmes qui auraient fait fuiter le fait que cet appel s'était aussi mal passé. Après tout, le média qui a publié ces informations, c'est Axios, et on sait qu'il est très proche des Israéliens. L'explication, ce serait que les Israéliens auraient voulu prévenir leurs amis à Washington, non pour les pousser à se mobiliser et à faire davantage pression contre Trump. C'est une explication assez compliquée. Et je ne vois pas très bien pourquoi les Israéliens n'auraient pas simplement pu aller voir leurs amis. Ils ne sont pas si nombreux, mais ils ont beaucoup d'influence, et leur dire en privé ce qui s'était passé. Mais bon, c'est l'explication qu'on entend. Mais globalement, j'ai l'impression que Trump est un peu à court d'options pour la suite sur ce qu'il devrait faire. Non? On dirait qu'il ne sait plus trop quoi faire, pas vrai? Tu as tout à fait raison. Alors, est-ce que je peux juste dire une chose? En fait, déjà en février, avant même que la guerre ne commence, j'avais dit que Trump se mettait lui-même en Zugzwang. Le Zugzwang, c'est un mot allemand qui vient du jeu d'échecs.
Aux échecs, une situation de zugzwang, c'est quand quel que soit le coup que tu joues, tu te retrouves dans une position encore pire. Et j'ai l'impression que c'est exactement là où Trump en est aujourd'hui. Il est dans une situation où il ne peut pas rester immobile, parce que les problèmes sur les marchés de l'énergie s'aggravent. Et s'il relance la guerre, ça va finir par avoir vraiment des conséquences catastrophiques. S'il fait la paix, politiquement, ce sera très difficile pour lui à faire accepter. Et il va mettre en colère Israël et tous ses nombreux soutiens. Donc, en réalité, il est en situation de zugzwang. Il s'est mis là tout seul. Moi, je pense, et je l'ai d'ailleurs dit à plusieurs reprises, qu'il espérait, en allant en Chine et en rencontrant Xi Jinping, que Xi Jinping l'aiderait à s'en sortir. Il comptait sur Xi Jinping et sur la Chine pour faire pression sur les Iraniens, afin qu'ils fassent les grandes concessions que Trump recherchait. Mais bien sûr, Xi Jinping a dit non. Et il n'y a aucune raison pour que la Chine fasse des efforts pour aider Donald Trump de cette manière-là. Il ne donne à la Chine aucune raison de le faire. Pourquoi Xi Jinping le ferait-il, hein? Exactement. Je veux dire, pourquoi Xi Jinping ferait-il ça? Mais c'est typiquement américain. Vous savez, on s'attend à ce que l'autre camp vous aide, même quand on n'est pas prêt à faire la même chose pour lui. Les Américains abordent la politique étrangère avec un énorme sentiment d'avoir droit à tout, et ils partent du principe que s'ils demandent de l'aide, elle leur sera donnée tout de suite. Oui, et ils n'apprennent pas. Par exemple, quand ils ont lancé la guerre commerciale avec la Chine, ils ne croyaient pas que la Chine jouerait la carte des terres rares. Mais la Chine l'a fait. Et ensuite, quand ils ont commencé une guerre avec l'Iran, ils ne pensaient pas que l'Iran utiliserait la carte du détroit d'Ormuz. Et pourtant, l'Iran l'a fait. Ils partent toujours de tas d'hypothèses, sans aucune raison. Oui, c'est tout à fait exact. Je veux dire, ils ont beaucoup de mal à comprendre que même s'ils jouent dur avec les autres peuvent aussi décider de jouer dur avec eux. Ce n'est pas quelque chose que les Américains arrivent vraiment à imaginer. Et ils sont toujours très surpris et en colère quand ça arrive. En fait, je lisais que l'Iran a encore d'autres atouts. Ce n'est pas seulement le détroit d'Ormuz, mais aussi des choses comme les câbles sous-marins. S'ils font quelque chose à ce niveau-là, ça pourrait clairement nuire au marché financier américain, par exemple. Donc oui, il y a encore d'autres moyens pour eux de vraiment faire mal aux États-Unis. Bien sûr qu'ils le peuvent, absolument. Très bien. Alors, parlons de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Je lis de plus en plus d'articles dans les grands médias occidentaux. Ils affirment que la Russie est en difficulté et qu'elle est en train de perdre la guerre. Par exemple, le New York Times dit que la Russie montre des signes de faiblesse en Ukraine et que c'est pour ça qu'elle frappe plus fort. L'explication, c'est que le fait que l'Ukraine soit aujourd'hui lourdement bombardée serait en réalité le signe que la Russie est affaiblie. Et puis, je viens aussi de lire que l'Ukraine aurait changé de tactique et que maintenant, Poutine serait en train de perdre lentement. Ce changement de tactique consisterait à bombarder et à saboter à l'intérieur même de la Russie. Alors, selon vous, où en est-on vraiment dans cette guerre en Ukraine? D'accord. Alors la première chose, c'est qu'il s'agit d'une campagne organisée qui se déroule depuis un certain temps déjà en Occident pour faire passer ce message. Elle a commencé vers février-mars. Et si, à mon avis, elle est devenue particulièrement forte en ce moment, c'est parce que, en réalité, les États-Unis se sont, dans une très large mesure,
désengagés de l'Ukraine. Ils ne sont plus impliqués directement dans le conflit ukrainien, du moins pas du tout au même niveau qu'avant. Donc face à cela, il est devenu encore plus important de rassurer les gens en Occident, de leur dire que l'Ukraine tient bon, que les Russes ne sont pas en train de gagner, même si les Américains sont beaucoup moins présents. L'idée, c'est de maintenir le soutien à l'Ukraine, qui vient désormais surtout d'Europe, au même niveau qu'avant, voire davantage. Mais la réalité, et je suis la guerre en Ukraine de très près, c'est que c'est exactement l'inverse qui est vrai. Dire que des frappes russes plus puissantes contre Kiev seraient un signe de faiblesse, franchement, ça devrait déjà soulever beaucoup de questions. Je veux dire, on voit des usines détruites, des bâtiments détruits, des bunkers détruits, et ça, ce serait un signe de faiblesse. Franchement, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais si on regarde ce qui se passe sur la ligne de front, et remarquez que ces articles n'en parlent plus jamais en détail, on voit exactement l'inverse. Les Russes avancent. Il y a une ville importante, une grande ville qui s'appelle Konstantinovka, qui est sur le point de tomber. Cette bataille pour la ville, qui est, je crois, la troisième plus grande que les Russes aient prise depuis le début de la guerre, vous remarquerez que personne n'en parle. Je veux dire, les médias occidentaux ont presque complètement ignoré cette bataille. Et c'est un signe très clair que, comme je l'ai déjà dit, il y a une véritable opération médiatique en cours. Cette ville est sur le point de tomber. Les défenses ukrainiennes, dans le sud du pays, semblent s'effondrer. Et les frappes russes contre l'Ukraine continuent. C'est une guerre d'usure, lente et progressive. Mais on arrive maintenant à un moment où les Russes sont tout près de prendre les dernières positions ukrainiennes dans le Donbass. C'est, vous savez, la grande région industrielle de l'Est de l'Ukraine, celle dont la guerre parlait au départ, la région qui a tenté de faire sécession en 2014 et où de loin, les combats les plus intenses ont eu lieu. On dirait que les Russes vont bientôt repousser complètement les Ukrainiens hors du Donbass. Et dans le sud, il semble que d'ici quelques mois, ils vont assiéger la ville de Zaporijia, qui se trouve sur le fleuve Dniepr. Zaporijia, c'est l'une des plus grandes villes d'Ukraine. C'est un grand centre industriel. C'est là que sont fabriquées les turbines à gaz, les moteurs à réaction et les moteurs d'hélicoptères ukrainiens. Le genre de moteur et de turbine que l'Ukraine vendait autrefois à la Chine et qui était, à une époque, l'une de ses principales exportations. Zaporijia est vraiment un très très grand centre industriel. On dirait que, comme la ligne de front ne se porte pas très bien, ils doivent intensifier la guerre de propagande. La guerre de propagande, en effet. Ah, j'ai oublié de le dire, je parle des attaques de drones. Oui, les Ukrainiens mènent de nombreuses attaques de drones à l'intérieur de la Russie, mais plusieurs analystes qui suivent de près le conflit ont publié des études, et le niveau de ces attaques est à peu près le même que l'an dernier. Donc, il n'y a pas eu d'augmentation réelle de leur intensité. Ce que font les Ukrainiens, c'est qu'ils envoient maintenant leurs drones plus loin, plus profondément en territoire russe. Probablement parce que les défenses aériennes dans l'ouest du pays se renforcent. Le problème, quand on envoie des drones aussi loin, c'est que pour augmenter leur portée, il faut ajouter plus de carburant pour le moteur. Et ça laisse moins de place pour les explosifs. Donc, quand le drone touche sa cible, les dégâts qu'il provoque sont bien moindres. Et plusieurs analyses montrent que les attaques de drones ukrainiens contre les raffineries russes sont désormais réparées en quelques heures. Les dommages sont réparés en quelques heures, ou au pire, en quelques jours. Ces attaques, si elles touchent des stocks de pétrole, peuvent provoquer un grand incendie, oui, mais elles ne peuvent pas endommager les installations industrielles en profondeur.
Elles n'ont pas eu d'impact sur les exportations de pétrole russe ni sur la production. Et elles n'ont pas non plus provoqué de pénurie de carburant à l'intérieur de la Russie. Je trouve juste que... Enfin, ça me paraît assez évident que la Russie est un pays immense, non? Et avec quelques drones, vous pensez vraiment que ça peut changer quelque chose? Vous savez, encore une fois, vous avez une façon de penser très chinoise, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment un commentaire typiquement chinois. L'idée que quelques centaines de drones, transportant de toutes petites charges explosives, puissent sérieusement affecter un pays de cette taille, c'est absurde. Mais bon, ça fait la une des médias. Ça fait de grands éclats, des explosions, des colonnes de fumée. Les gens en parlent beaucoup. Mais en réalité, ça ne change absolument rien. Exactement comme vous l'avez dit. D'accord. Alors, parlons de ce débat, le débat Monk, que je trouve vraiment intéressant. Quelle est votre impression générale à ce sujet? Et juste pour mon public, ce débat Monk oppose deux équipes, n'est-ce pas? D'un côté, les modérés, ou comme on les appelle les réalistes, avec Mearsheimer et Walt, et de l'autre, Nuland et Pompeo. Je trouve ça assez fascinant de voir ces personnes réparties en deux équipes pour débattre. Oui, c'est ça. Alors, sur le fond, évidemment, Mearsheimer et Walt raflent tout. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils doivent le faire. Mais tu vois, ce qui est étrange là-dedans, c'est qu'on a l'impression, quand on regarde ces débats, que les deux camps ne débattent pas vraiment entre eux. Non, ou plutôt, Mearsheimer et Walt essaient de débattre avec Nuland et Pompeo. Mais Nuland et Pompeo évoluent dans un univers mental complètement différent, un univers où les faits et le réalisme ne jouent pratiquement aucun rôle. Et on remarque que Pompeo a parlé de monstres et de choses de ce genre, en utilisant ce type de langage. Comment voulez-vous répondre à ça? C'est bien là le problème. Je veux dire, pour vraiment gagner un débat contre des gens comme ça, il faut être beaucoup plus ferme. Il faut leur dire, si on parle de monstre, regarde-toi dans le miroir. Le monstre, c'est toi. Ce qu'ils ne font évidemment jamais. Oui, c'est justement ce qui est frustrant, tu vois. Pompeo, en particulier, c'est vraiment agaçant, il ne respecte pas les faits. C'est clair. Dans ses remarques d'ouverture, il savait que le public était canadien, alors il a parlé des deux Michaels, tu sais, ces deux Canadiens qu'il dit que la Chine a arrêtés. Évidemment, c'était pour attiser des sentiments hostiles envers la Chine chez les Canadiens. Mais il n'a pas mentionné que c'est les États-Unis qui avaient demandé au Canada d'arrêter Meng Wanzhou en premier lieu. C'est comme ça que toute cette histoire a commencé. Et ça, il n'en a pas parlé du tout. Non, non. Mais j'imagine que le public est un peu parti. Les Canadiens savaient très bien ce qui s'était vraiment passé dans toute cette affaire. Donc, ils n'ont pas vraiment, tu vois, applaudi ou quoi que ce soit. Mais ça ne l'empêche pas de mentir, de tricher et de manquer de respect aux faits, non? C'est frustrant. Dans ces moments-là, c'est vraiment frustrant pour moi de regarder ça. Et dans ce cas précis, ni Walt ni Mearsheimer ne l'ont corrigé, ni même donné leur propre point de vue. Donc oui, je trouve ça très frustrant. Eh bien, c'est extrêmement frustrant, et même plus que ça. Une des raisons pour lesquelles ils ne l'ont pas corrigé sur ce point précis, c'est bien sûr que Mearsheimer et Walt, et Mearsheimer, que je considère d'ailleurs comme un ami, eh bien, Mearsheimer partage clairement certaines des mêmes idées sur la Chine. Lui aussi voit la Chine comme un rival dangereux des États-Unis. Je lui ai dit en face, je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Et son grand ami universitaire, Jeffrey Sachs, pense la même chose. Mais voilà, c'est bien là le problème.
On ne va pas contester un mensonge comme celui que Pompeo a raconté. Pas comme il faudrait en tout cas, si au fond on partage l'idée de départ, à savoir que la Chine est un problème. Si vous arrivez en disant plutôt « Eh bien, Monsieur Pompeo, la seule raison pour laquelle ces deux personnes ont été arrêtées, c'est à cause de vous. Vous êtes directement responsable de leur arrestation. Vous avez orchestré l'arrestation de cette Chinoise d'une manière dont vous saviez forcément qu'elle allait enflammer les relations avec la Chine. Vous avez mis la pression sur le Canada et ces deux personnes ont souffert, quoi qu'elles aient enduré. Tout ça, c'est entièrement à cause de vos actions. Et bien sûr, vous n'aviez aucun fondement, aucune raison d'arrêter cette femme, ni de forcer son arrestation, puisqu'il n'y avait pas la moindre preuve, pas le moindre élément à l'appui des accusations que vous aviez portées contre elle. Alors comment osez-vous venir à cette réunion et parler de cette façon? Eh bien, vous savez, si vous leur parlez sur ce ton-là, vous obtiendrez forcément un résultat différent. Oui, c'est exactement ce que je ressens. Il n'y a pas assez de résistance de la part de Walt et de Mearsheimer. Oui, je les trouve un peu trop conciliants, je pense. Vous savez, tous ces débats, d'ailleurs au Royaume-Uni, on fait la même chose. On est même encore plus accro au débat, bien plus que les Américains en fait. Tout se déroule d'une manière très polie. Et donc, si un camp se montre totalement irresponsable avec les faits et ment sans aucune gêne, eh bien, ça lui donne toujours un avantage. Oui, je trouve que c'est impossible de débattre avec quelqu'un comme Pompeo. Et puis, dans ce cas précis, à propos de l'Iran, je pense qu'il y a eu plus de résistance de la part de Mearsheimer et de Walt parce qu'ils ont tous les deux souligné qu'il n'y avait aucune preuve que les Iraniens aient été impliqués dans les événements du 7 octobre. Aucune preuve. Alors, Nuland et Pompeo ont réagi en disant que c'était tellement absurde que ça ne valait même pas la peine d'en discuter. Mais ils n'ont donné aucune preuve. Ils se sont juste contentés de dire que ça ne valait pas la peine d'en parler. Exactement. Et c'est là qu'on voit les débats autour des preuves. Non, ça les met dans une position plus compliquée, parce qu'ils doivent alors se rabattre sur... Enfin, moi, à leur place, c'est ma formation qui parle, j'aurais dit, puisque vous adoptez cette position, Monsieur Pompeo, est-ce que vous admettez alors qu'il n'y a en réalité aucune preuve que l'Iran soit derrière? Parce qu'à mes yeux, c'est bien ce que vous êtes en train de dire. Si vous vous cachez derrière des mots comme « ridicule », ça veut dire que vous ne savez pas. Et j'ajouterai aussi un autre point. À l'époque, les services de renseignement américains et israéliens eux-mêmes disaient qu'il n'y avait aucune preuve de l'implication de l'Iran dans les événements du 7 octobre. Et puis, je crois qu'ils ont dit qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran soit proche d'avoir la bombe nucléaire, non? Donc ça, c'est encore une autre chose que les services de renseignement américains ont dit au Congrès, je crois. Oui. Eh bien, ça fait des années qu'ils disent ça. Je veux dire, il y a eu des rapports des services de renseignement américains, je crois que ça remonte à 2005, dans lesquels ils ont répété à plusieurs reprises qu'il n'y avait aucune preuve que l'Iran cherchait à se doter d'un programme d'armes nucléaires. Oui. Dès le départ, d'ailleurs, même le titre de ce débat m'intrigue. Il s'appelle « Qu'il soit résolu, ne partez pas chasser les monstres ». Alors, qui décide de quel pays est un monstre ou de quel dirigeant est un monstre, hein?
Eh bien, apparemment, ça vient d'un commentaire fait autrefois par le deuxième président des États-Unis, John Quincy Adams. Et John Quincy Adams était un fervent partisan du non-interventionnisme. Il croyait profondément que les États-Unis devaient s'occuper de leurs propres affaires et ne pas se mêler de celles des autres pays. Il disait que l'Amérique ne devait pas partir à la recherche de monstres à abattre, de peur de devenir elle-même un monstre. C'est une remarque très lucide et vraiment visionnaire. Et vous savez, il avait tout à fait raison. Après tout, qui décide de ce qu'est un monstre? Qui se permet de dire « ça c'est un monstre » et « ça ne l'est pas ». Oui. Comme Dempeo lui-même, tout est qualifié de monstre. Oui, exactement. Enfin, je dirais que oui. Et puis, ils ont aussi mentionné cet article que Walt et Mearsheimer ont écrit en 2016. Il s'appelle Offshore Balancing, publié dans Foreign Affairs. Donc, j'ai lu cet article aussi. Oui, ce que je trouve à la fois dans le débat et dans l'article, c'est qu'il y a quelque chose de contradictoire. Leur idée, c'est de laisser les régions s'équilibrer entre elles. Chaque région a son propre équilibre des puissances. Il faut les laisser s'équilibrer mutuellement, sauf si une puissance montante commence à ressembler de plus en plus à une hégémonie régionale. Dans ce cas-là, les États-Unis doivent intervenir. Voilà. Oui. Mais comment peut-on avoir un équilibre des pouvoirs quand il n'y a pas de force dominante ni d'hégémonie régionale dans la région? Parce que si on regarde la Première et la Seconde Guerre mondiale, si on regarde l'Europe, dès que les grandes puissances, la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, deviennent vraiment égales, ce sont elles qui devraient maintenir l'équilibre. Mais elles ne le font pas. Elles se battent toutes pour la domination, n'est-ce pas? C'est comme ça que la Première et la Seconde Guerre mondiale ont éclaté. Et si on regarde l'Asie, le Vietnam a essayé d'entrer au Cambodge et au Laos. Ce n'est un secret pour personne. Le Vietnam voulait le faire, ce qui a conduit à 1976, quand la Chine est intervenue. Et là, ça n'a pas marché pour eux. L'Inde aussi a essayé de vaincre le Pakistan. Et l'an dernier, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais le Pakistan, avec l'aide de la Chine, a résisté. Autrement dit, sans une Chine puissante dans la région, il y aurait eu des guerres partout, non? Eh bien, oui, c'est le cas. Vous voyez, c'est là que j'ai un vrai désaccord avec Mearsheimer. Parce que je pense que son modèle a, en réalité, une certaine pertinence pour l'Europe et pour l'Occident. Rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit. En Europe, nous n'avons jamais vraiment dépassé notre propre période des États en guerre. Alors, si vous pensez à cette époque des États en guerre et que vous avez une situation où il n'y a jamais eu de véritable tentative sérieuse de consolidation ou d'instauration d'une paix durable, comment peut-on atteindre la paix quand on a une multitude d'États qui sont rivaux les uns des autres? Ou encore, comment peut-on atteindre la paix s'il y a toujours le risque qu'un État cherche à dominer et à soumettre les autres? On agit ainsi à travers l'équilibre des puissances. Ce concept a tout son sens dans une situation comme celle de l'Europe, marquée par des rivalités violentes et continues et par la recherche de domination. Mais je ne pense pas que cela ait la moindre pertinence pour l'Asie, ni pour le monde chinois lui-même. Je n'ai jamais eu le sentiment que la Chine ait cherché à dominer sa région de la manière que Mearsheimer et Waltz imaginent. Et si l'on regarde l'histoire, les relations de la Chine avec les pays voisins ont été dans l'ensemble amicales. Ce sont des pays avec lesquels la Chine a commercé, avec lesquels elle a cherché à échanger sur le plan culturel. Il y a eu des tensions, bien sûr, de temps en temps, mais il n'y a jamais eu, de la part de la Chine, cette volonté de soumission et de domination qu'on observe en Europe. Je pense que pour un acteur extérieur comme les États-Unis,
qui se sont entièrement construits autour d'une logique d'équilibre des puissances. Cette idée que si vous n'intervenez pas, l'autre camp deviendra trop dominant, trop puissant. Le fait que les États-Unis s'impliquent en Asie avec ce type de raisonnement est en réalité fondamentalement déstabilisant. Cela perturbe la région et y introduit des notions américaines d'hégémonie et de suprématie, qui sont étrangères, qui n'ont pas leur place ici. Si les États-Unis se retiraient et laissaient les choses suivre leur cours, la situation se calmerait très vite et on verrait la paix revenir. Dans tous les cas que nous avons évoqués, là où il y a un conflit en Asie de l'Est, on peut toujours constater que les États-Unis y jouent un rôle. You can always see that the United States has a role to play. I mean, relations between India and China deteriorate. Je veux dire, les relations entre l'Inde et la Chine se sont détériorées parce que les États-Unis ont entraîné l'Inde dans le Quad et l'ont mise en conflit avec le Pakistan. C'est pareil avec le Vietnam dans les années 70. Il y a eu cette énorme intervention américaine au Vietnam. Et du coup, le Vietnam est devenu d'une certaine manière dépendant de la Chine, tout en développant aussi ses propres idées agressives, sa propre conviction d'avoir un droit à la domination régionale en Indochine. Mais tout ça ne serait jamais arrivé si les États-Unis n'avaient pas été là au départ. Et ça, c'est quelque chose que, d'après mon expérience, les Américains ne comprennent jamais. Ils partent toujours du principe que la Chine leur ressemble. Ils n'arrivent pas à saisir qu'en réalité, la Chine est différente, qu'elle a une culture de politique étrangère et d'art de gouverner fondamentalement différente, qui accorde avant tout de la valeur à l'harmonie, à la stabilité et à la paix. C'est complètement autre chose. Je pense que leur analyse sur le Japon était juste parce que pendant un certain temps, le Japon a été la puissance dominante en Asie et ça a été une véritable catastrophe pour l'Asie quand le Japon était en position de force. Mais le Japon a tout copié sur l'Occident, non? C'est là que se trouvait le problème. Eh bien, ce qu'on avait au Japon, c'était déjà une société militariste. Parce que, si vous connaissez un peu l'histoire du Japon, je ne prétends pas être un grand spécialiste de la période prémoderne, mais d'après ce que j'ai pu comprendre, c'était une société très militarisée. Et sur cette base-là, on a ensuite ajouté des conceptions du militarisme occidental. Les deux se sont mêlés, et ça a pris une tournure incroyablement brutale et violente. Le Japon a donc hérité de certaines idées racistes et impérialistes venues de l'Occident, qu'il a greffé, comme je le disais, sur sa propre culture militariste. Et puis, il faut aussi rappeler que le Japon de la fin du XIXe et du début du XXe siècle traversait une crise interne très profonde. Une grande partie de cette agressivité extérieure était en fait l'expression de cette crise intérieure, elle-même provoquée, en partie, par l'impact de l'Occident. Oui. Oui, donc dans le cas de l'Asie, je pense que la région devrait être dominée par la Chine parce que la Chine est une puissance responsable, non? Une grande puissance. Je pense que dominer n'est pas le bon mot. Je crois que la Chine est et a toujours été le centre. Je veux dire, ça a toujours été comme ça. Parmi tous ces pays, le seul où je suis allé moi-même, c'est la Corée. Mais le niveau d'influence chinoise en Corée est énorme. Oui. Oui. Je crois qu'au Japon, c'est exactement la même chose. Oui. Enfin, on ne peut pas vraiment parler de domination dans ce sens-là. Ces pays font partie de la sphère culturelle chinoise. Et laissés à eux-mêmes, ils seraient plutôt en bons termes les uns avec les autres. Même le Japon, au XVIIIe siècle, je crois, entretenait des relations assez bonnes, au XVIIIe et au début du XIXe siècle, avec la Chine, avec la cour des Qing à cette époque. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter tout le temps. Il suffit de laisser les autres vivre leur vie, et ils le feront.
Oui. Donc au fond, si on revient à ce débat, les deux camps croient en fait tous les deux à la poursuite de la domination américaine, non? À l'hégémonie des États-Unis dans le monde. La différence, c'est que l'un agit de manière plus calculée, tandis que l'autre croit simplement à la force brute des États-Unis. Ils continuent de penser comme ça, ce qui veut dire que face à quelqu'un qu'ils n'aiment pas, ils vont intervenir, que ce soit par un assassinat, un enlèvement, une invasion, peu importe. Donc au final, les deux camps ne sont pas si différents, n'est-ce pas? Ils partagent certaines hypothèses fondamentales. Je veux dire, ils ont tous les deux une vision commune des grandes puissances, de ce qu'elles sont et de ce qu'elles font. Mearsheimer et Waltz disent que les États-Unis sont une grande puissance et qu'en tant que telle, elle doit se comporter d'une certaine manière. Moi, je dis, enlevez ce mot « doit ». Oui, on n'est pas obligé d'agir de cette façon. C'est justement ce que les Chinois essaient sans cesse de faire comprendre aux Américains. Mais c'est là qu'est la différence. Vous avez tout à fait raison de dire que Mearsheimer et Waltz veulent que la grande puissance américaine agisse avec beaucoup plus de calcul et bien plus de retenue qu'elle ne le fait. Mais peut-être qu'il serait plus sage de commencer par réfléchir à ce que signifie vraiment considérer les États-Unis comme une grande puissance. Grande, oui, mais par rapport à qui et à quoi? Oui. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Je pense que la Chine et Mearsheimer, il est allé en Chine plusieurs fois. Donc, il doit y avoir des gens là-bas qui lui ont souvent expliqué comment les Chinois voient le monde, leur vision des choses. Non? L'idée que les grandes puissances peuvent coexister, collaborer sur un pied d'égalité, ce genre de choses. Mais selon vous, est-ce que Mearsheimer n'y croit pas parce qu'il n'y croit vraiment pas? Au fond, ou parce qu'il pense simplement que ce n'est pas réaliste? D'accord. Alors, je peux répondre à cette question parce que j'ai eu exactement cette discussion avec Mearsheimer lui-même et on en a aussi parlé sur The Duran. Donc c'est public, je ne révèle rien qui n'ait déjà été dit publiquement. Il faut se rappeler qu'on est amis. Mearsheimer, d'abord, a reconnu qu'il va très souvent en Chine. Il dit qu'il y est toujours accueilli de façon incroyablement chaleureuse, qu'il est très reconnaissant envers le peuple chinois pour cela, et qu'il est très connu là-bas. Il a expliqué qu'on lui a souvent dit, à plusieurs reprises, exactement ce que vous venez de dire. Beaucoup de gens en Chine essayent de lui faire comprendre la différence. Alors, vous m'avez demandé si quelqu'un avait déjà dit ça à Mearsheimer. Il m'a dit lui-même que oui, et même très souvent. Et il m'a répondu très clairement, je n'y crois pas, parce que pour moi la Chine est une grande puissance. Et à mes yeux, c'est exactement comme ça qu'une grande puissance se comporte. Je ne crois pas que la Chine soit différente. Il a été tout à fait direct là-dessus. Eh bien, moi je suis différent, parce que j'ai, je pense, une formation plus solide en études culturelles que Mearsheimer. Enfin, vous voyez, je m'intéresse beaucoup plus, je ne sais pas à quel point lui s'y intéresse, mais moi je m'intéresse beaucoup plus à la culture d'un pays. Je pense qu'on apprend énormément de choses sur un pays à travers sa littérature. Par exemple, mais aussi sa musique et sa peinture. C'est un point que j'ai déjà souligné ici même dans ces émissions. Ce qui me frappe particulièrement dans la peinture chinoise, dont je suis un grand passionné, j'adore ça, c'est que c'est l'une des grandes traditions artistiques, vraiment parmi les plus importantes. Elle est au moins aussi intéressante, aussi variée et aussi vaste que la tradition picturale occidentale. Ce qui est le plus fascinant, c'est qu'on n'y trouve jamais de représentation de la guerre. Elle est entièrement tournée vers la paix et vers les activités de la paix. Et si l'on regarde la littérature chinoise, c'est pareil. Encore une fois,
La grande exception, c'est peut-être les Trois Royaumes. Mais les Trois Royaumes parlent d'un conflit interne en Chine. Et d'abord, c'est un livre profondément marqué par la douleur et la tragédie, à cause de la violence qui déchire la Chine. Mais c'est aussi un livre sur l'aspiration du pays, sur le désir du peuple chinois de se rassembler à nouveau et de retrouver la paix. Quelle est la phrase célèbre déjà? L'Empire, une fois uni, doit se diviser. Une fois divisé, doit s'unir. Cette idée revient au début et à la fin. Et pour moi, c'est ce qui exprime le véritable esprit de la Chine et du peuple chinois. Oui, il y a une différence fondamentale dans la façon de voir la guerre en général, non? Dans l'art de la guerre, on dit que la forme la plus élevée de cet art, c'est de gagner sans avoir à faire la guerre. Absolument, absolument, absolument. Oui, tout à fait. Mais voilà le problème. En fait, la vision chinoise, je dirais, d'une certaine manière, pour l'instant, je pense que Mearsheimer a sans doute raison de dire que ce n'est pas possible, parce que cette vision chinoise suppose une collaboration de toutes les parties. Toutes les grandes puissances doivent y adhérer pour que ça fonctionne. Donc, tant que les États-Unis et les Européens n'y croient pas, c'est très difficile d'avoir une relation harmonieuse. Parce que tant qu'il y a une grande puissance qui n'y croit pas, à mon avis, ça ne peut pas marcher. Sauf, bien sûr, si la Chine devient tellement avancée que tout le monde se retrouve loin derrière et qu'il soit alors obligé d'accepter la voie chinoise. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je sais. Oui, absolument. Je pense que c'est juste. Et je crois que ça pourrait aussi se produire, parce que je me souviens de ce qu'on disait dans notre dernière émission. Je pense que la Chine est à l'aube d'une grande vague. Encore une fois, il faut le rappeler à propos de la Chine, et je ne dis pas ça parce que je suis chinois, ni parce que nos téléspectateurs le sont, mais parce que c'est un fait historique. Tout au long de sa très longue histoire, la Chine a presque toujours été la région la plus riche et la plus avancée technologiquement du monde. C'est en quelque sorte une réalité intrinsèque de la Chine. Et je suis convaincu qu'une des raisons à cela, c'est la préférence de la Chine pour la paix. Ce ne sont pas les Anglais, mais bien les Chinois, qui ont été les premiers à développer la production de masse de la porcelaine. Ils ont inventé l'imprimerie, ils ont inventé la boussole. Ils étaient bien en avance sur tout le monde dans la production et la fonte de l'acier, du bronze et même du papier. Ils ont mis en place une forme de banque centrale à l'époque de la dynastie Song, avec des techniques d'administration déjà très modernes. En fait, on parle d'une société qui est par nature profondément productive, parce qu'elle est structurée pour l'être. Je ne dis pas que les Chinois sont faits d'une autre matière que les autres êtres humains. Ce que je dis simplement, c'est que c'est le cadre culturel qui fonctionne ainsi. Donc pour moi, il n'y a rien d'étonnant à ce que la Chine soit aujourd'hui à la pointe de la science, de la technologie et des techniques de production. Parce que la Chine, avec son histoire et la culture façonnée par cette histoire, a une tendance naturelle à évoluer dans cette direction. Encore une question. Les États-Unis sont bien un empire aujourd'hui, non? Mais quand on écoute ces deux groupes de personnes parler, je trouve quand même que l'empire américain reste différent de l'empire britannique, non? Oui, tout à fait. Mais pouvez-vous expliquer la différence et pourquoi les États-Unis sont différents? Absolument, profondément. Je veux dire, c'est là, je pense, que les Américains ont peut-être leur porte de sortie, en fait. Alors, la Grande-Bretagne était un État européen. C'est une monarchie. Et c'était une aristocratie. Une aristocratie, par définition, c'est une institution militariste. Donc l'Empire britannique était ouvertement prédateur et ouvertement raciste. Je crois que beaucoup de gens ne saisissent pas vraiment cet aspect-là.
Mais à l'intérieur de l'Empire britannique, il y avait une hiérarchie des races et une hiérarchie des nations. And a hierarchy of nations. So the British conquered something like a quarter of these. Les Britanniques ont conquis à peu près un quart de la surface du globe. Et ils ont dirigé tout ça uniquement pour leur propre bénéfice, au profit d'un tout petit groupe de personnes au sommet. Et il n'y avait aucune excuse à cela. C'était considéré comme l'ordre naturel des choses. On justifiait ça sur des bases raciales, l'idée que les Blancs sont supérieurs aux peuples de couleur, et même parmi les Blancs, il y avait des hiérarchies. L'aristocratie, qui tirait le plus grand profit de l'Empire, était censée avoir le droit de dominer les autres. Vous avez lu des choses sur Churchill? N'oubliez pas, Churchill était un aristocrate. Il venait de ce petit cercle de famille qui occupait le tout premier rang du système impérial britannique. Absolute top end of the British imperial system. We're going to talk about Churchill a lot more later. On parlera beaucoup plus de Churchill un peu plus tard. Mais pour comprendre sa vision politique, il faut voir qu'il voulait préserver ce système, tout ce système qui profitait à sa propre classe et, comme il l'aurait dit lui-même, à sa propre race. Les États-Unis, eux, ne sont pas comme ça. Leur projet, c'était d'être une république. Ils ont été fondés comme une démocratie. Alors, pour les États-Unis, aller soumettre d'autres pays, en faire de véritables colonies, comme l'ont fait les Britanniques. Je veux dire, ils ont littéralement créé ce qu'ils appelaient des colonies, où les Britanniques gouvernaient ce qu'ils appelaient la population indigène. Eh bien, on avait un petit groupe d'administrateurs britanniques, soutenus par l'armée britannique, qui pouvaient commettre des atrocités dès qu'il y avait la moindre rébellion. Terrible things if there was ever any rebellion. Well, the Americans cannot do that. Eh bien, les Américains ne peuvent pas faire ça tout en restant cohérents avec ce qu'ils prétendent être. Ils disent qu'ils sont une république fondée sur la démocratie, où tous les hommes naissent égaux. Très bien. Mais du coup, l'Empire américain doit être déguisé, et il doit fonctionner avec un certain degré d'hypocrisie que l'Empire britannique, lui, n'a jamais eu. Il y aura donc toujours plus de gêne et de tensions à l'intérieur de cet empire qu'il n'y en a jamais eu en Grande-Bretagne. Et c'est pour ça, comme je le disais, que les Américains ont une porte de sortie. S'ils laissent derrière eux l'idée d'empire et, comme certains le proposent, redeviennent une république, alors ils se rapprochent de ce qu'ils disaient être au moment de la fondation de leur État, ce qu'on ne peut pas dire de la Grande-Bretagne. Mais je pense aussi que les États-Unis ont beaucoup changé au fil des années. Je veux dire, tu as mentionné John Quincy Adams, non? Sa vision, c'était que le pays n'a pas besoin d'aller dans le monde chercher quoi que ce soit, qu'il devrait simplement se concentrer sur lui-même, rester tourné vers l'intérieur. Alors que, dans ce débat, on a aussi évoqué ce que Obama avait dit. Selon lui, l'inaction ronge notre conscience et peut conduire à une intervention encore plus coûteuse plus tard. C'est là-dessus que s'appuient Pompeo et Nuland, en disant qu'il faut intervenir dès qu'on voit le moindre signe, parce que sinon ce monstre va grandir jusqu'à devenir incontrôlable. Pour eux, ils appellent ça de la prévention. Mais en réalité, c'est bien plus une forme d'ingérence, aller chercher les monstres ailleurs, tu vois? C'est ce qui est très différent de ce que disait John Quincy Adams. Donc oui, et Chazunche est clairement avec l'État. Ça a profondément changé. Un autre exemple, c'est Lincoln, qui bien sûr a mené la guerre de sécession aux États-Unis. Mais Lincoln était aussi un farouche opposant à toute intervention étrangère. Dans son deuxième discours d'investiture, il dit clairement que nous devons chercher une paix juste et durable entre nous et avec toutes les nations. Il ne voulait pas d'intervention. Ce qui a tout bouleversé, ce sont les 2 guerres mondiales, quand les États-Unis y ont été entraînés. Et depuis, ceux qui apprécient que les États-Unis interviennent partout nous répètent que si l'Amérique n'intervient pas dans chaque conflit, un nouvel Adolf Hitler finira par apparaître quelque part.
a new Adolf Hitler is going to emerge somewhere and is going to threaten the peace of the world. Oui, et il va menacer la paix du monde, un peu comme l'a fait autrefois Adolf Hitler. Le problème avec ce raisonnement, il est double. D'abord, dans ce cas-là, on se met à imaginer des Hitler partout. On en voit en Chine, en Russie, au Vietnam, en Libye, en Irak, enfin où l'on veut. On cherche toujours un Hitler. Et quand on cherche quelque chose sans arrêt, tôt ou tard, on finit par le trouver. Et bien sûr, quand on en arrive là, on finit par devenir Hitler soi-même. Parce qu'après tout, qu'est-ce qu'il faisait Hitler? Il intervenait, il s'impliquait, il lançait des guerres d'agression contre toutes sortes de pays pour les modeler selon ce qu'il pensait être juste. Et en quoi est-ce fondamentalement différent de ce que font les États-Unis? Oui, tout à fait. Globalement, je trouve que ce débat est assez révélateur. Ce qui me surprend un peu, c'est que John Mearsheimer a été très clair sur le fait qu'il soutient une intervention en cas de problème dans le détroit de Taïwan. Donc, ce point-là, je dois dire, me surprend vraiment. En fait, son argument va encore plus loin que ça. Il ne pense pas seulement que les États-Unis devraient intervenir dans le détroit de Taïwan. L'une des raisons pour lesquelles il s'oppose à des interventions ailleurs, comme en Iran ou en Ukraine, c'est qu'il considère que ces opérations détournent les ressources américaines de l'endroit où elles devraient vraiment être concentrées, là où elles comptent le plus, dans le détroit de Taïwan. Oui, il veut que toutes les ressources soient concentrées sur la Chine. Souviens-toi de ce que je te dis toujours. Au bout du compte, quand tu parles de politique étrangère avec les Américains, ils ont toujours la Chine en tête. En d'autres termes, s'il n'y avait pas cette montée en puissance de la Chine, il serait sans doute plus à l'aise avec, disons, l'ingérence en Ukraine ou en Iran. Probablement oui. Exactement. Je veux dire, si un pays devient assez puissant pour rivaliser avec les États-Unis, les 4 personnes qui participaient à ce débat, malgré leurs vraies divergences, qu'il ne faut pas ignorer, seront quand même d'accord pour dire que ce pays, qui rivalise avec les États-Unis, représente une forme de menace. Oui, je pense que pour Nuland et Pompeo, le conflit en Ukraine, à l'origine, leur plan, c'était, une fois qu'on se débarrasse de la Russie, on peut se concentrer sur la Chine, non? C'était ça leur idée? Ils ne s'attendaient tout simplement pas à ce que cette guerre dure aussi longtemps. Ils pensaient que la Russie serait écrasée dès qu'on l'exclurait du système SWIFT et de ce genre de choses, tu vois? Oui, exactement. Dernière chose. Bon, donc Hong Kong dépasse maintenant la Suisse comme premier centre mondial de gestion de fortune transfrontalière. Ce n'est pas surprenant. D'accord, ma question c'est... C'est vraiment surprenant quand on lit le Financial Times, le Daily Telegraph ou le Wall Street Journal. Après tout, quand la Chine a repris Hong Kong, c'était censé détruire la ville. Alors, comment se fait-il qu'elle soit aujourd'hui un centre majeur? Je dis ça, je dis rien. Mais est-ce que vous pensez que c'est directement lié au fait que la Suisse elle-même renoncerait à sa neutralité, ce qui, à mon avis, lui a beaucoup nui, ou bien est-ce que c'est tout simplement inévitable, que Hong Kong, avec la Chine derrière, ce marché immense, cette économie gigantesque, que Hong Kong serait, quoi qu'il arrive, le pays numéro 1? Je pense qu'il y a une part de vérité dans les deux points de vue. Dans le sens où, avec le temps, oui, Hong Kong, en tant que grand centre financier, aurait fini par dépasser la Suisse. Cela dit, je pense que ces évolutions ont été largement accélérées par ce qui s'est passé en Occident
et aussi par ce qui est arrivé à la Suisse. Je veux dire, si les gens plaçaient leur argent en Suisse et y faisaient des affaires, c'est parce qu'ils croyaient en la neutralité suisse. Mais plus personne n'y croit aujourd'hui. Plus personne ne pense que la Suisse tiendra la promesse implicite qu'elle faisait autrefois. Si vous mettez votre argent en Suisse, il y sera en sécurité. Alors, dans ce contexte, les gens cherchent d'autres endroits. Ils regardent vers Hong Kong, un centre financier très solide, très bien organisé. Une ville autonome, au cœur de ce qui est aujourd'hui la plus grande et la plus dynamique économie du monde. Within what is now the world's biggest and most dynamic economy. So, of course, Alors bien sûr, c'est un pays dont la parole est crue. Donc quand ils disent que votre argent est en sécurité à Hong Kong, les gens les croient. Ils pensent vraiment que leur argent est en sécurité à Hong Kong. Du coup, les gens se disent, c'est là qu'on va placer notre argent. Nous sommes à l'aube d'un grand changement. J'ai lu aujourd'hui un article complètement hystérique dans le Daily Telegraph, écrit par quelqu'un qui n'aime vraiment pas la Chine, qui en a une peur bleue. Il s'appelle Ambrose Evans Pritchard. C'est un économiste. Et il dit que la Chine va rafler la mise dans les industries technologiques. Et selon lui, c'est terrible qu'ils y parviennent. Ça prouve à quel point ces Chinois sont mauvais, parce qu'ils sont trop bons dans l'industrie et la technologie. Tout ça ferait partie d'un plan diabolique. Et si c'était vraiment de bonnes personnes, ils achèteraient nos produits. Bien pire, au lieu de leurs produits à eux, bien meilleurs et moins chers. Je ne plaisante pas. C'est vraiment ce qu'il a écrit. L'autre chose, c'est que je vois aussi cette guerre en Iran. Enfin, tout ça est lié, non? Par exemple, Dubaï. Je pense que beaucoup de gens ont été effrayés en voyant ce qui s'y passe, à quel point c'est vulnérable. C'était aussi un grand centre financier avec énormément d'argent qui circulait, mais c'est quand même un peu surprenant de voir à quel point Dubaï est fragile, non? Et du coup, je crois que certains commencent à s'inquiéter aussi pour Singapour. Tu trouves pas? Oui, tu as vraiment fait un très très bon point. Parce que l'autre chose à propos de Hong Kong, ce n'est pas seulement que c'est fiable, qu'on peut lui faire confiance, mais aussi que c'est sûr. Oui, oui. Parce que ça fait partie de la Chine. La Chine, c'est pas seulement la plus grande économie du monde, c'est aussi un pays évidemment très puissant. Donc personne ne va attaquer Hong Kong demain. Bombarder Hong Kong? Non. Bombarder Hong Kong? Bien sûr que non. Oui. Oui, je pense aussi que ça fait partie du problème. Les gens se sentent un peu, disons, inquiets à propos de Singapour, parce que Singapour, c'est un peu la même situation que Dubaï, non? Avant, on pensait que les États-Unis protégeraient Singapour, mais aujourd'hui, ce n'est plus si sûr. Donc, si quelque chose devait arriver... Absolument. Oui. Avant de continuer, je voulais simplement dire à votre public chinois qu'il y a une vidéo qui circule sur YouTube et elle devient virale. Beaucoup de gens au Royaume-Uni en parlent parce qu'elle compare un SUV de luxe chinois avec le Rolls-Royce Cullinan. Ah d'accord. Alors le Rolls-Royce Cullinan, celui-là était d'occasion, il coûtait environ 250 000 livres, soit à peu près 300 000 $. Le modèle chinois, lui, coûtait 50 000 livres. C'était 5 fois moins cher. Et la voiture chinoise était meilleure. Around $300,000. The Chinese one cost £50,000. It was a fifth of the price. The Chinese car was better, even in some of its luxury trimmings. Même dans certains de ces éléments de luxe, c'était mieux. C'était bien plus avancé sur le plan technologique. C'était un hybride vraiment sophistiqué. Quand il y avait une course pour voir laquelle accélérait le plus vite, la Rolls-Royce était là. Et la voiture chinoise, elle, était bien plus loin. C'était incroyable à voir. Et puis, le coffre était beaucoup plus grand. L'espace à la deuxième rangée était aussi bien meilleur. Je veux dire, ce n'est pas peu de comparaison possible.
Oui, ce n'était pas seulement la technologie, c'était le savoir-faire, tout simplement. Je veux dire, l'intérieur du SUV chinois, les coutures, les finitions, tout ça était en fait meilleur que sur une Rolls-Royce. Et ça, pour les gens au Royaume-Uni, c'est une vraie révélation, parce que personne n'imagine une voiture plus luxueuse et meilleure qu'une Rolls-Royce. Une seconde. Bon voyage en Russie, et parlons-en. Si ce n'est pas la semaine prochaine, alors peut-être juste après. Oui, je vous tiendrai au courant, d'accord? Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.